Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Comme je le disais tout à l'heure en préambule, mais on était un petit peu... On avait 10 minutes d'avance, donc on a attendu l'heure inscrite sur le document de présentation de la conférence, soit 17h pour commencer. Voilà, je suis très heureux, très flatté d'être parmi vous ce soir pour vous évoquer le parcours de Jean Novak. Alors pourquoi je me suis intéressé à Jean Novak? Pour plusieurs choses. Alors avant de commencer, avant de parler de Jean Novak, j'ai été qualifié sur les affiches d'historien. Alors, on va dire passionné d'histoire, mais historien, c'est... On m'a donné une qualification que je ne mérite pas, je pense pas. Passionné de ma région, de mon village et d'histoire, oui, c'est vrai, mais je ne suis pas historien. Voilà, ça je l'évacue. Et voilà, pourquoi je me suis intéressé à Jean Novak, c'est parce que dans ma région, dans mon village, je suis ce qu'on appelle président d'une antenne du souvenir français. Et le souvenir français, ça met à l'honneur ceux qui sont décédés au moment des conflits, où on restaure les tombes, on les entretient et tout ça. Et depuis 2019, on nous demandait au niveau national, dans chaque comité, de mettre à l'honneur quelqu'un qui s'était illustré en 1939 pour 2019, en 1940 pour 2020, en 1941, etc. Et puis en 1940, alors on n'avait pas grand monde en 39, on avait du monde en 40, 41, 42, on n'avait pas grand monde, et en 44, on avait une flopée dans tous les comités. Et ayant été 35 ans instituteur dans le même village, à Manican, en 2004, j'avais travaillé sur les 60 ans du débarquement. Parce qu'à Manican, vous devez savoir qu'on est le seul village du département de l'Aisne, non seulement à avoir un fromage éponyme, mais aussi un élément du port artificiel d'Arromanches, un élément de jetée flottante du port artificiel d'Arromanches. On le verra dans le PowerPoint. Et donc j'avais travaillé, ça avait été le thème de l'année. Je me rappelle, c'était un projet assez conséquent en termes de budget, et on avait emmené les enfants pendant 3 jours sur les plages du débarquement. Et j'avais ratissé tout ce qui était dans la région sur la Deuxième Guerre mondiale. C'était un peu compliqué parce qu'autant sur la Première Guerre mondiale, je demandais des choses aux enfants. Le lendemain, la salle de la mairie était pleine avec des casques à pointe, des baïonnettes, des trucs, des documents. Les gens, quand on parlait de 40-44, il n'y a rien. On ne sait pas pourquoi, je sais peut-être dessus après, mais il y a un blackout sur 40 et 44. Donc je savais qu'il y avait un groupe de résistants à Quersy que j'avais fait intervenir, et puis dans ce groupe de résistants que j'avais fait intervenir à Quersy, il y en a un qui me dit tu n'as pas fait appel à Novak? Je sais qui est Novak? Novak, il a fait la guerre, il a fait le débarquement. Donc je vais voir M. Novak. Et en 2004, donc Jean Novak qui décède en 2005, il vient en classe et il nous raconte son parcours. Alors là, j'étais scotché, je suis subjugué du parcours de cet homme-là qu'on vous racontera tout à l'heure. Donc 2024, je propose au Souvenir français de faire un thème sur Jean Novak, c'est-à-dire une petite cérémonie dans le cimetière où il est enterré à Quersy-sur-Oise. Voilà. Et donc je vais voir sa veuve, qui vit toujours. Elle était beaucoup plus jeune que lui, hein. Il y avait une grosse différence d'âge entre les deux. Et au début, elle ne voulait pas, parce qu'elle avait peur que ne voulait pas faire... Les gens simples, ils ne veulent pas faire d'esbrouf et tout ça. Donc je connaissais la fille qui habitait au village, Marie-Claude, et je lui ai dit écoute, ça serait bien de mettre à l'honneur ton père. Moi j'avais encore des trucs que j'avais gardés avec ma classe pour Jean. Et elle me dit écoute, je vais voir avec maman. Et puis elle m'amène dans une boîte en carton, 2 ou 3 boîtes à chaussures là. Mais là une mine, des photos, c'est tout ce que vous allez voir là, pendant le truc. Et là je me suis dit c'est pas possible. C'est pas possible qu'on puisse laisser ça dans l'oubli, c'est pas possible qu'on puisse laisser ça dans une boîte en carton à une famille qui peut-être ne se rend pas compte du vécu que le grand-père a eu, pas
parcours qu'il a eu. Et donc, je lui ai demandé si elle voulait bien me confier son matériel. Elle a bien voulu. J'ai scanné l'ensemble de ses photos, de ses écrits, de ses documents. Et c'est ce que je vous propose de voir là. Et à côté de ça, j'ai pris, comme je disais tout à l'heure avec Joachim, il y a, pour nous, les combats de la libération, c'est la liesse, c'est la libération, c'est les balles, les guinguettes, les chewing-gum, les swing tout ça. Mais bon, et puis c'est aussi c'est focalisé que sur Arroman, Chulta, Omaha et les 5 plages du Barclan, mais la bataille de Normandie, c'est quelque chose d'affreux. Et les Polonais sont en première ligne et ils tiennent une grande part. Et puis voilà, et je suis en train, toujours, à mon âge, à travailler dessus. Il y a toujours des portes qui s'ouvrent. Là, aujourd'hui, c'est ma 4e conférence ici. J'en ai fait une à Quersy, pour Jean Novak. J'en ai fait une à Chauny à la Société Académie. Je suis même allé en faire une en Écosse, parce que j'ai des acquaintances avec la Franco-Scottish Society à Édimbourg. Et ici, c'est la 4e conférence. Voilà. Alors, Jean Novak, itinéraire d'un grand soldat. Alors ça, ce sont les remerciements, la famille Novak, l'ambassade de Pologne qui m'a bien aidé aussi, monsieur Jacques Gazek, c'est je sais l'ouvrage qui a écrit sur la première DB. Monsieur Guy Douvancourt, c'est un descendant du prince Poniatowski. Monsieur Stéphane Paillet, monsieur White, monsieur Jérôme Gervais, le maire de Quersy, maire de Bérancourt, Franck Viltard, au chemin des Dames, Denis Vol, Martin Jean-Luc, Gérard Thébault, Édouard Strozzi, et ici présent Guy Gobeliewski, j'ai réussi à le dire, et Joachim Polan, et monsieur Mme Purmel, Carrier, Alexandre Vanessa et Léontine Magnac. Alors je me suis, j'ai étayé mon propos sur l'épopée de la première division blindée polonaise, qui m'a été gracieusement prêtée par M. Strozik à l'époque, mais comme je suis allé à Montornel durant les vacances, j'ai réussi à en faire l'acquisition d'un exemplaire. Il est épuisé si vous le demandez en librairie, mais si vous allez à Montornel, il y a encore des exemplaires. L'histoire de la première DB polonaise par Jacques Biazek, et puis une deuxième, l'histoire de l'armée polonaise en France, par Jacques Biazek également. Et bien sûr le fonds photographique de la famille Novak qui a été mis à ma disposition. Donc Jean Novak, il vient au monde le 5 août 17 à Wilczów, en Pologne. Son père, Jean, est né à Czarnistok en 1884 et sa mère, Ksenia Madera, est née à Buglo. La famille arrive en 1923 en France. Elle s'installe à Blérancourt, rue du Faubourg Saint-Pierre. La rue du Faubourg Saint-Pierre à Blérancourt, c'est la rue qui mène sur Soissons. Quand on quitte Blérancourt et qu'on va sur Soissons, c'est la dernière rue. Là, quand on quitte cette rue, là, on arrive sur le plateau pour aller sur Soissons. Alors les Wilczów en Pologne, il y en a 4. Alors je n'ai pas eu le temps, ni vraiment pour chercher lequel c'est. Est-ce que c'est l'une des deux villages qui sont au nord ou ceux qui sont au sud-ouest? Je ne sais pas. En tout cas, c'est à l'ouest de Varsovie. Entre Varsovie et Prague, il y a 4 localités qui portent ce nom. Voilà le père de Jean Novak, sa mère, ses sœurs, Hélène en 1924 et Marie en 1928 et Francis en 1937 compléteront la fratrie, sont tous nés à Blérancourt. Blérancourt, c'est un petit village entre Chauny et Soissons. Les parents de Jean Novak sont ouvriers agricoles, comme bon nombre de leurs compatriotes. Cette population d'origine polonaise arrive en France à la fois pour fuir les conditions difficiles, mais également la misère qu'il y a en Pologne, et puis aussi pour venir remplacer
ici en France, la saignée qu'il y a eu pendant la Première Guerre mondiale, où on n'a plus d'ouvriers dans les campagnes, on n'a plus d'ouvriers dans les mines, dans le nord pour le charbon, on n'a plus d'ouvriers dans les mines de minerais dans l'est. Donc cette population polonaise, elle arrive pour remplacer les hommes qui ont dans les fermes locales, qui ont péri dans l'enfer de la Grande Guerre. Donc il arrive le 26 novembre 1923 à Bérancourt, il est âgé de 6 ans. Et ça, je le sais parce que c'est un document qui date de 1951 et on voit tout en bas, là, sur la... Voilà, vous voyez la petite flèche qui indique le 26 septembre 1923, il arrive en France, Jean Novak. 1939, c'est l'escalade vers la guerre. 23 août 1939, l'Allemagne nazie signe avec l'URSS le pacte germano-soviétique. 1er septembre, l'Allemagne attaque la Pologne. Le 3 septembre, la France et la Grande-Bretagne, qui s'étaient engagées à protéger la Pologne, déclarent la guerre à l'Allemagne nazie, mais c'est tout se caché. Le 17 septembre 1939, l'URSS envahit la Pologne par l'Est. Le 29 septembre, la Pologne n'existe plus en tant que nation indépendante. L'Allemagne l'annexe au Reich la partie occidentale et les soviétiques s'accaparent la partie orientale. L'armée polonaise résiste certes courageusement jusqu'à la fin du mois de septembre, attendant en vain une aide alliée. La nation polonaise n'est pas résignée pour autant à la défaite et de nombreux soldats rejoignent la France, mais aussi le Moyen-Orient pour continuer le combat. En fait, ils ont été des précurseurs de ce que le général de Gaulle a fait après l'armistice, enfin la trahison de maréchal Pétain. En 1939, les Polonais de France représentent à peu près 500 000 personnes dans le nord de la France. Ils travaillent dans les mines, dans l'est, dans la sidérurgie, dans notre région, ils sont dans l'agriculture. Et parmi ces 2 millions de personnes, il y a 130 000 qui sont mobilisables, qui sont en âge de partir faire la guerre. Et eux ne sont pas réquisitionnés par le gouvernement français. Et en fait, les 50 000 le seront. Ce sera le cas de Jean Novak, mais aussi de bien d'autres dans la région. Jean Novak, en 1939, a 22 ans. Quel peut être son état d'esprit? Tous les jeunes et moins jeunes de sa classe d'âge sont mobilisés. Son pays d'origine n'existe plus, et il est occupé. Il prend donc la décision de s'engager. Il va rejoindre Laon à bicyclette pour signer son engagement le 18 octobre 1939. C'est aussi un sportif accompli. Jean Novak, il porte il fait du vélo. Et il a un bon niveau en vélo. Au musée des... musée ancien, qui a une bécole. Il y a au musée des métiers d'antan. Voilà. Il y a un panneau avec des coureurs cyclistes d'une équipe BIC locale, je crois. Et il y a un Novak. Bon, c'est pas lui, mais c'est un nom qui... Voilà sa carte à Jean Novak, sa carte de vélo. Voilà, donc c'est écrit en polonais. Alors j'ai dû faire un petit peu de polonais. Bon, ça va, maintenant on a Google Trad, donc ça va un peu mieux. Mais bon. Je ne sais pas si j'ai l'accent d'un sportif accompli. Et les cyclistes, ils courent sous les couleurs du cycle genevois. Et c'est d'ailleurs en vélo qu'il ira rejoindre le centre de recrutement pour s'engager dans l'armée. Pour aller à Laon de Blérancourt, il va passer par Coucy, Pinon, et il crèvera à Pinon. Et à Pinon, c'est ce qu'il nous avait dit en 2004 quand il était venu avec les gars, il allait crever. Et à Pinon, il y avait un ancien champion cycliste de l'époque qui s'appelait Virgile Vidoni, et il est allé faire réparer son vélo chez Virgile Vidoni pour aller au centre de recrutement de Laon pour s'engager. C'est vrai? Quel âge il aurait aujourd'hui? Je ne peux pas vous dire. Alors. Donc il rentre dans l'armée, et là c'est une lettre manuscrite qu'il y avait dans les boîtes à chaussures de Madame Novak. Voilà.
21e compagnie de chasseurs alpins, brigade polonaise, qui a été envoyée en Norvège avec l'expédition française. Après la prise de Narvik, la France a capitulé. Nous sommes revenus en Angleterre. Il avait écrit ça sur un petit bout de papier. Donc cette brigade ensuite a été transformée en première division polonaise. C'est ce qu'il écrit, hein. Ça c'est lui qui écrit ça. Hein. Et je suis toujours resté à la même compagnie, resté 4 ans en Angleterre. Redébarquer en France en 1944 avec cette division, traverser la France, la Belgique, la Hollande et l'Allemagne pour y rester en occupation pendant 3 ans, jusqu'en novembre 1947 où je fus démobilisé, mais tombé malade, allé à l'hôpital de Münster et fut définitivement démobilisé en décembre 1947. Et vous voyez que rien n'a changé. Le centre démobilisateur final était Dunkerque et suite de grève de train restait bloqué jusqu'au 1er janvier 1948. Donc c'est voilà quelqu'un qui s'engage le 18 octobre 1939 et qui est rendu à sa famille le 1er janvier 1948. Donc ces Polonais qui... Alors, il y en a de plusieurs sortes. Il y a ceux qui sont en France et qui s'engagent dans les Polonais libres, et puis il y a ceux qui ont combattu en Pologne et puis qui se sont échappés de la Pologne, parce que la Pologne est partagée entre l'Allemagne nazie et puis l'URSS, et qui traversent l'Europe pour revenir en France, constituer une armée de Polonais libres en France, et Hitler les appellera ironiquement les touristes de Sikorski. Donc ils sont, à la suite d'un accord avec le gouvernement français, les autorités polonaises en exil peuvent lever les unités en France et ils sont mis à Couët-Quilan, en Bretagne. Jean Novak, de Lan, rejoint Couët-Quilan. Et devant l'influence de volontaires issus à la fois de l'armée polonaise et de la diaspora des immigrés polonais de France et d'ailleurs, le camp devient vite trop petit, donc ils sont mis sur des villes comme Guerre, Plélan-le-Grand, Moron, Baignon, Malestroit, Comblessac et Parthenay. Voilà, l'armée polonaise est sous les ordres du général Sikorski. Ici, on a le général Maciek qui commande le camp de Couët-Quilan et qui prendra par la suite la tête de la première DB polonaise, on y reviendra tout à l'heure. En mai 1940, en France, l'armée polonaise représentait un contingent de près de 85 000 hommes, qui étaient repartis de la sorte. Il y avait 4 divisions d'infanterie, dont 2 opérationnelles et 2 en cours de formation, 3 brigades, dont celle de Podhale, et Jean Novak en faisait partie. On dit les chasseurs de Podhale. En fait, les chasseurs de Podhale, le Podhale en Pologne, c'est une région de montagne, un peu les chasseurs alpins français. Et à Montourmel, j'avais sûrement quelqu'un qui maîtrisait très bien la langue polonaise, et quand je lui ai parlé des chasseurs de Podhale, il m'a dit, on dit les Podrales. Bon, pour l'instant, je continue à dire les Podhales. Et il y a aussi quelques groupes aériens. Voilà, l'arrivée de volontaires, soldats polonais à Couët-Quilan. Le camp devient vite trop petit. Donc là, on a il n'apparaît pas sur la photo, Jean Novak, mais les militaires étaient vêtus avec l'armement français. Et moi, j'en déduis que ces soldats-là font l'apprentissage des armes en Bretagne. Voilà, au début, j'avais cru comprendre, ça c'est une photo que j'avais eue par Jean-Luc Martin, un ancien instituteur de Bichancourt, et qui avait cette photo-là dans son patrimoine. Et au début, j'avais pensé que celui qui était à droite, c'était Jean Novak, mais bon, j'avais juste la certitude de celui du milieu, c'était Ignace Bednarzik. Voilà. Il réside à Bichancourt et lui, il suivra le même parcours que Jean Novak, il ira aussi à Couët-Quilan. Il fera partie du corps expéditionnaire français en Scandinavie. Et lui disparaîtra, il sera porté disparu dans les combats de Narvik.
Alors Jean Novak, sur les photos qu'il a, il met toujours une petite croix à l'endroit où il se trouve. Donc là, vous le voyez au milieu. Voilà, tac. Il y a son copain Sacha. Elle est datée de 1939, près de Quidan. Donc lui, son calot ne porte pas l'aigle emblème de la Pologne. Est-ce le fait pour différencier les soldats venus de Pologne et ceux issus de France? Je n'en sais rien. Pour l'instant, ils ne sont pas tous habillés de la même façon. Voilà, il porte une croix au-dessus de son calot pour qu'on puisse le repérer. C'est quelqu'un qui a un très fort tempérament. Hein. Même quand il était venu en 2004 à l'école, il y a eu quelques gamins qui étaient un peu chahuteurs, ils avaient vite fait de les remettre dans le droit chemin. Mais voilà, alors là devant Malestroit, voilà, monument aux morts de Malestroit. Alors le souci, c'est que lui, il marque ça derrière la photo, et moi j'ai envoyé la photo à la mairie de Malestroit, et ils n'arrivent pas à reconnaître l'endroit. Là, ils sont vêtus avec des uniformes et l'équipement de l'armée française. Et c'est des pèlerines et un équipement de chasseurs alpins. Voilà, la mairie de Malestroit, l'historien local n'arrive pas à localiser l'endroit. Les recherches sont toujours en cours. Voilà, toujours encore à Malestroit. Donc à partir du 9 février 40, à Malestroit est formée la brigade autonome des chasseurs de Podhale. Cette unité comporte 4778 hommes, à lesquels appartient Jean Novak. Elle est commandée par le général Sisko. Le Podhale, comme j'ai dit tout à l'heure, est le nom d'une région de montagne en Pologne. Alors, en 1940, il y a un corps expéditionnaire français en Scandinavie, de concert avec l'Angleterre, où on décide d'emmener un corps expéditionnaire en bateau jusqu'en Norvège pour couper la route du fer aux Allemands. Les Allemands s'approvisionnaient en fer en Norvège, et on décide d'aller couper cette route du fer. Donc les combats se déroulent en deux phases, une bataille navale, un débarquement, des affrontements au sol. C'est une ville au-dessus du cercle polaire. Conditions de combat qui sont très difficiles, se déroulent par des températures extrêmes allant jusqu'à -20, -30. Et le terrain est très accidenté. Voilà, donc ils contournent, ils partent de Brest, hein, ils contournent l'Angleterre, ils passent entre l'Angleterre et l'Irlande pour arriver tout en haut là-bas, pour aller au cercle polaire, pour aller sur Narvik. Le port et la gare de Narvik permettent à l'Allemagne nazie de pouvoir bénéficier du fer de la Scandinavie afin de pouvoir alimenter son industrie de guerre. Et la configuration géographique des fjords permet également d'abriter une flotte importante. Les chasseurs de Podhale accompagnent ce corps expéditionnaire et partent de la rade de Brest le 12 avril 1940. 5 convois maritimes vont transiter entre l'Irlande et l'Angleterre pour atteindre le nord de la Scandinavie. Ils aborderont Naxos le 19 avril, d'où ils rembarqueront le lendemain, et ensuite ils débarqueront en Narvik le 27 avril, qu'ils prendront le 28 mai. Et ils poursuivront l'offensive vers la Suède jusqu'au 4 juin 1940. Là, donc là, on n'en entend pas parler dans nos livres d'histoire, ou très peu, mais nous, ce qu'on entend parler, c'est la bataille de France, qu'on est en train un peu de réhabiliter, là, parce que depuis quelques années, pour dire que l'armée française, elle ne sait pas vraiment... Enfin, on célèbre les victoires, on célèbre Verdun, on célèbre Potsdam. Enfin, on célébrait Verdun, on célébrait Potsdam. Maintenant, on est en train de remettre tout ça d'aplomb, et c'est pareil pour les combats de 40. Mais il faut savoir que le corps expéditionnaire français, britannique, avec un contingent polonais, ont infligé une sévère trempe aux Allemands à Narvik.